Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, à cette grande édition. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Un groupe de parlementaires venus de différents pays de la communauté de l'Afrique de l'Est se dit fier des progrès réalisés par le Rwanda dans l'organisation d'un concours réunissant des membres de ces parlements et le parlement de cette communauté, en sigle EYALA, qui devrait se tenir au Rwanda en décembre de cette année. Lors de leur entretien avec la présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, ces parlementaires ont exprimé leur soutien au Rwanda dans les préparatifs et dit qu'ils apprécient l'état des stades qu'ils ont visités, même si quelques détails restent à régler. Ils ont ajouté qu'ils ont beaucoup appris de leur visite, comme la bonne gouvernance et le développement des infrastructures. La présidente de la Chambre des députés, quant à elle, leur a promis que le Rwanda est prêt à accueillir cette compétition de manière satisfaisante pour tous. Toujours au Parlement, ce vendredi, la commission en charge du suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine national a reçu des explications concernant les erreurs observées par l'auditeur général dans le rapport 2021-2022. L'Office national de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle, et en anglais, a dû répondre à plusieurs questions sur le fait que de l'octroi des marchés d'une manière ambiguë qui a causé de la perte à l'État. Les membres de la commission PAC ont constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tandis que l'administration du RAB a montré qu'elle respectait la loi et a aussi indiqué que de nombreuses pertes ont été causées, surtout par les effets des catastrophes naturelles qui ont frappé différentes régions du pays. Mais ils assurent avoir apporter quelques modifications pour améliorer les performances en termes de détection d'erreurs dans le cadre de relever ces défis. Vous suivez toujours la grande édition sur Rwanda TV et merci d'être avec nous. L'invité cette fois-ci, Kigali, vient d'abriter pendant 3 jours des travaux qui ont vu la participation des experts venus de 4 coins du continent africain pour examiner comment les villes africaines pourraient renforcer un fonctionnement basé sur les nouvelles technologies afin d'améliorer l'octroi de services à un grand nombre de personnes qui s'y installent. Notre confrère Edis Abiti vient de s'entretenir avec le ministre tunisien des technologies et de la communication, le docteur Nizar Ben Neji, qui fait le point sur ces travaux de Kigali. Suivez. Pour cette invitation. Tout à fait, le sommet s'est déroulé autour des cités intelligentes, les cités d'aujourd'hui et les cités de demain. La plupart des décisions et des panels ont discuté quels sont les préalables nécessaires pour rendre nos villes des villes intelligentes, des villes green, des villes qui utilisent la technologie. Et les choses essentielles qui ont été discutées, c'est quelle est l'infrastructure numérique nécessaire qu'il faut mettre en place au niveau de nos villes pour permettre aux citoyens de se connecter d'abord, pour permettre aux citoyens aussi de bénéficier des services qui sont aux alentours et aussi de faire appel aux entreprises publiques et privées et pour les encourager à aller davantage vers l'usage des outils numériques, l'usage des solutions écologiques, l'usage des énergies renouvelables dans tous les secteurs. Voilà. Et j'ai reçu une invitation de Madame la ministre des Technologies de l'Information et de l'Innovation, donc que je remercie par cette même occasion. Et on s'est mis d'accord qu'on va mettre en place un cadre de coopération dans les semaines futures entre la Tunisie et le Rwanda. En tout ce qui concerne donc les technologies de l'information, de la communication et les solutions donc du numérique. Et on va très vite, très rapidement mettre en place et signer cet MOU dans les semaines qui vont suivre. Monsieur le ministre, au cours de ces travaux de Kigali, il était aussi et surtout question de combler le fossé, sinon de réduire le gap, notamment pour ce qui est de la connectivité pour les communautés moins desservies. Oui, tout à fait. En fait, le rôle des ministères qui sont chargés des télécommunications
Leur rôle, c'est il faut tout d'abord aller vers les zones blanches, les zones qui sont mal desservies. Il faut soutenir l'effort des opérateurs et des divers acteurs pour essayer de bien couvrir ces zones, ça d'abord, d'une part. Et aussi, il faut étendre le réseau de fibre optique et offrir le très haut débit. Par exemple, en Tunisie, récemment, on a lancé un projet qui s'appelle Edunet 10, qui consiste à connecter à peu près 3300 écoles primaires et secondaires par le réseau de fibre optique. Et on compte dans une seconde phase de ce projet de ramifier ce réseau et d'aller pour connecter les autres services publics, les autres administrations qui sont aux alentours des écoles. Donc le rôle essentiel des départements qui sont chargés des télécommunications, c'est d'aller vers les zones blanches, bien couvrir les zones qui ne sont pas bien desservies, connecter les établissements publics et les services publics par le très haut débit et essayer d'arroser toutes ces régions par la connexion très haut débit. De l'autre côté, il faut s'assurer que le citoyen a l'accès, a les outils pour pouvoir accéder à l'Internet, accéder au réseau et aussi, il ne faut pas oublier la culture du numérique. Il faut travailler sur la diffusion de la culture du numérique parce que c'est le troisième élément qui souvent manque, c'est la connaissance, comment on va manipuler les outils pour se connecter et pour bénéficier des services numériques. La connaissance de la part des citoyens, bien entendu, mais Monsieur le ministre, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai, il y a une certaine éducation, il y a une certaine connaissance que les citoyens, les ordinaires doivent avoir, mais déjà pour qu'ils comprennent le rôle fondamental des nouvelles technologies dans le développement de nos villes, par quoi il faut commencer, Monsieur le ministre? Tout d'abord, pour pouvoir diffuser cette culture du numérique, à mon avis, il faut travailler de manière croisée avec les autres départements, les autres ministères qui ont cette proximité, qui ont la présence régionale et la proximité de ces citoyens. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des programmes conjoints avec le ministère de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Emploi, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. Donc il faut travailler avec ces départements pour pouvoir mettre en place des programmes pour aller vers les régions et pouvoir diffuser cette culture du numérique. Voilà, donc ça c'est essentiel pour pouvoir faire bénéficier le maximum disons, de citoyens des outils et des solutions qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de fournir. La philosophie, elle est simple. Il faut varier les canaux à travers lesquels on est en train de servir les citoyens. Ça veut dire au niveau du guichet, il faut simplifier les procédures, les améliorer l'accueil. Il faut aussi mettre en place des portails en ligne. Il faut servir le citoyen en ligne. Il faut aussi, comme dans beaucoup d'autres pays ailleurs dans le monde, il faut mettre en place des distributeurs qui vont aussi distribuer des documents administratifs aux citoyens. Il faut aussi mettre en place des maisons de services rapprochées pour le citoyen. Ça veut dire, pour bien servir le citoyen, il faut multiplier ces canaux de service. Voilà. Alors, est-ce que doit-on comprendre par là qu'il faut passer par déjà un engagement et une participation citoyenne? Oui, tout à fait. C'est un parmi les points qui a été évoqué pendant le sommet, c'est l'engagement du citoyen. Le citoyen aussi doit être un citoyen responsable, un citoyen qui aussi a le courage pour utiliser les outils numériques, parce que aussi il y a un aspect de confiance qu'il faut améliorer, qu'il faut travailler sur la diffusion de la confiance du numérique. Une fois le citoyen il ait ces outils et qui vont offrir des services en toute facilité, tout confort, il va pouvoir adopter en toute confiance. Oui, l'engagement du citoyen il est essentiel pour pouvoir réussir cette transition numérique vers les villes intelligentes, vers les services qui sont bien avancés et développés. Voilà. On parle de la connectivité, c'est très important. Monsieur le ministre, nous savons que tout développement, déjà il faut partir d'une certaine volonté politique pour tout développement. Mais nous savons et nous remarquons qu'ailleurs, là je parle même loin du continent africain, on voit les privés prendre le devant, notamment pour ce qui est des projets de développement, avec notamment pour ce qui est de la connectivité. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait du rôle que jouent les privés sur le continent africain pour ce qui est de la pénétration de la connectivité et surtout du développement socio-économique de nos pays à travers les nouvelles technologies? Bon, peut-être ici la réponse, à mon avis, elle est claire. Il y a le public, le gouvernement, il a déjà un rôle.
seul ne peut pas tout faire et tout atteindre et tout réaliser. On a toujours tendance à pour ramener à attendre tout des gouvernements de l'État. en Afrique. Or, ce n'est pas vrai. Mais aussi le secteur privé et la société civile aussi, ils ont un rôle important pour aider l'État à réaliser les objectifs, à implémenter les stratégies numériques, les stratégies écologiques et tout ça. Et aussi, il faut penser au partenariat public-privé pour réussir pas mal de projets, surtout les méga-projets qui sont énormes, qui concernent tout ce qui est capacité d'hébergement, tout ce qui est, par exemple, la connectivité pour aller vers les régions qui sont mal desservies. L'État seul ne peut pas faire ça. Il faut coopérer avec le secteur privé. Donc, je confirme, il y a l'État qui doit jouer son rôle, qui doit mettre en place une politique ouverte et participative. Il y a le secteur privé, la société civile, l'université aussi. Il y a la coopération de tout le monde pour pouvoir atteindre les objectifs très, très rapidement. Est-ce que la connectivité dont on parle aujourd'hui est-elle aussi cruciale, Monsieur le ministre, que, par exemple, la distribution d'eau potable, l'électricité? Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique aujourd'hui, la connectivité est aussi primordiale que ces deux autres secteurs? Je parle bien de l'eau et de l'électricité. La réponse peut-être ici est simple. Les villes intelligentes, c'est un ensemble de réseaux. C'est le réseau de transport, réseau électrique, réseau de télécommunications, réseau de distribution d'eau, le réseau humain, le réseau social. Pour pouvoir rendre une ville intelligente, il faut superposer ces réseaux et les interconnecter pour pouvoir créer ce confort et cette valeur ajoutée qu'on va offrir aux citoyens. Ça veut dire que le réseau de télécommunications, il est essentiel pour pouvoir interconnecter ces réseaux qui étaient avant isolés les uns de l'autre. Maintenant, pour pouvoir rendre une ville intelligente, il faut les superposer, les interconnecter pour pouvoir créer cette valeur ajoutée. Pour terminer, vous avez passé 3 jours à Kigali. De toute façon, c'était un travail après travail, mais c'était aussi une occasion de connaître le pays et surtout le secteur qui vous est cher, notamment les technologies ou donc le ministère de tutelle. Qu'est-ce que vous ramenez de Kigali comme leçon personnelle pour un ministre tunisien, pour un ministre africain qui visite un pays africain, le Rwanda et la ville de Kigali? Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que Rwanda et Kigali et le gouvernement et l'État, il est en train de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et les startups aussi. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un développement remarquable des services sur mobile, tout ce qui est mobile payment. Ils sont aussi intéressés par la mise en place de Mobile ID pour pouvoir améliorer les services qui sont offerts aux citoyens. L'infrastructure, elle est bonne. Je vois que le pays est sur la bonne voie. Et on a appris beaucoup de Rwanda et aussi à travers cette coopération qu'on va mettre en place, on va peut-être apprendre les uns les autres des expériences des uns des autres et on va avancer tous ensemble pour bien se placer sur cette carte mondiale du numérique. Il faut bien se placer. Le continent africain, les pays africains doivent bien se placer et se distinguer parce qu'on a tout. On a les ressources humaines, les ressources naturelles, la matière grise, on a tout pour pouvoir se distinguer des autres. Voilà. Docteur Nizar Ben-Nedji, ministre tunisien des technologies et de la communication. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé dans nos studios. Merci à vous aussi, merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci. Merci à Eddy Sabiti et son invité. La grande édition continue. Le laboratoire rwandais de médecine légale a, depuis août cette année, changé l'appellation et est désormais dénommé par arrêté présidentiel Institut rwandais de médecine légale. La raison de ce changement d'appellation est qu'il puisse élargir son champ d'action en accordant des services au niveau international, en tenant un centre de recherche et en général organiser des formations afin que le Rwanda soit le havre pour ses services. Lorsque cet institut de médecine légale a été mis en place en 2005, les éléments de preuve étaient envoyés en Allemagne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les travaux sont effectués sur place. Il prévoit d'accroître les équipements modernes et d'engager plus de personnel qualifié pour plus d'efficacité dans l'octroi de ce service.
Et l'Agence nationale de contrôle de qualité et de concurrence commerciale et de protection des consommateurs, en collaboration avec le projet Aurora Wihaze et l'administration du district de Ngoma, participe à une campagne visant à sensibiliser la population à manger de la viande de qualité. Il s'agit d'une campagne menée en visitant les boucheries où la viande est vendue et pour les habitants de toute la région de Ngoma. Le thème est une viande de qualité pour tous, où les gens sont informés que la consommation de viande joue un rôle important dans la santé humaine. Il est également contrôlé comment les animaux sont abattus et comment la viande est conservée depuis son arrivée des fermes aux consommateurs. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Près de 3000 habitants du district de Burera ayant effectué des travaux de construction de terrasses et de routes pendant 6 mois sans être payés, apprécient la rémunération de leur travail qui se fait actuellement. Suivez ce reportage pour plus de détails. Il s'agit des habitants de 6 secteurs du district de Burera situés à la frontière de l'Ouganda. L'argent a été transféré sur leurs comptes respectifs pour chaque résident parmi ceux qui avaient effectué des travaux de construction de terrasses et de routes pendant 6 mois sans être payés. C'est ce qu'on effectuait comme activité rentable dans notre quotidien. On s'est fait endetter et on était plus crédible. Mais depuis qu'on a reçu notre argent, on est bien, on mange bien et les enfants se préparent pour retourner à l'école et on est content. Ici, la joie est sans pareil, mais le souhait reste que le reste de l'argent leur soit accordé et que les travaux de construction reprennent. Le maire qui assure l'intérim au district de Burera, Chimimana Jean-Baptiste, s'exprime pour assurer ceux qui ont une inquiétude à ce propos. Ils n'ont pas tous reçu l'argent à temps à cause de la mise dans le système de certaines données au mois de juillet, mais tout est résolu car le système fonctionne bien maintenant et même tous les travaux vont continuer. L'administration du district de Burera affirme que plus de 3000 habitants de cette partie du pays ont reçu l'argent qu'ils avaient gagné, soit plus de 700 millions de francs rwandais. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.